entreprises et 2 associations. Alors, l'entreprise Créateur de Forêt, représentée par Élise Girard, qui va nous parler du projet de la vallée de Guyot à Niort. Le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, représenté par Étienne de Menest, qui va nous donner des nouvelles des oiseaux des plaines. Et France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, représenté par Anthony Lenoisic, qui va nous expliquer en quoi consiste le programme Chiroptère cavernicole prioritaire. Les chiroptères donc, sont les chauves-souris. Alors, honneur aux dames, comme on dit, donc Élise Girard, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'entreprise Créateur de Forêt. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre structure? Oui, et déjà bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, cette mise en lumière de notre entreprise et du projet de la vallée de Guyot que je vais vous présenter. Créateur de Forêt, on est une entreprise, on est une société à mission et une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc on est reconnu du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc notre métier, c'est promoteur de biodiversité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a plusieurs étapes dans la conception de nos projets. On va monter des projets de biodiversité. Donc pour ça, toutes nos histoires commencent par un terrain. On va pouvoir intervenir sur des terrains qui sont abîmés, des anciennes coupe rases, des anciennes stations d'épuration, anciennes stations de déchets inertes, où on va intervenir ça peut être planter des arbres, mais pas seulement. On peut préserver des prairies, agrandir des mares, faire des bosquets, des haies, en fonction de ce qu'il y a besoin de réaliser sur ce terrain. Et on va réaliser ces projets en éco-socio-conception. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de limiter au maximum notre impact sur l'environnement, mais bien qu'on ait des projets environnementaux, on peut le faire de plusieurs façons. Nous, on va choisir des fournitures locales avec des arbres qui viennent de nos régions, le label végétal local. On va aussi utiliser pour protéger les arbres, on fait du réemploi. On utilise des poches ostréicoles pour mettre autour des petits arbres pour les protéger des lièvres et des chevreuils, des poches ostréicoles qu'on réemploie, et c'est un chantier d'insertion qui nous les prépare à Marine d'Oléron. Donc on va monter tout ce projet en éco-socio-conception. Et donc comment ça se passe? On va demander des terrains aux collectivités de nous mettre à disposition. Donc ça c'est la première brique, trouver le terrain et s'entendre avec la collectivité pour monter ce projet. Ensuite, on va trouver tous les partenaires opérationnels. Donc on travaille avec les associations environnementales, avec des pépiniéristes, des lycées agricoles, des agriculteurs. Donc ça, ce sont tous nos partenaires opérationnels. Et on va faire financer ces projets par des entreprises et des particuliers. Ça, c'est aussi une part importante du projet, parce que sans financement, on ne pourrait pas mener à bien nos projets de biodiversité. On a déjà ces 3 briques importantes, les collectivités, les associations et les autres partenaires opérationnels et les partenaires financiers. Alors vous êtes 7 dans votre entreprise, basée à Niort historiquement? C'est ça, on a créé l'entreprise en 2021 à Niort. Et je disais les 3 premiers piliers, donc les collectivités, les partenaires opérationnels et les partenaires financiers. Notre 4e pilier, c'est l'équipe, sans qui on ne pourrait pas monter tous ces beaux projets, notamment en Deux-Sèvres. Et donc on a créé l'entreprise avec mon associé Baptiste en 2021. Et aujourd'hui, nous sommes 7, avec un pôle qui va s'occuper des projets et un pôle qui va s'occuper des partenariats, c'est-à-dire trouver des financements auprès d'entreprises et de particuliers. Et vos projets dépassent les frontières des Deux-Sèvres? Oui, c'est ça. On a plusieurs projets sur 8 départements différents. On a une petite excursion dans la Meuse, mais sinon on reste plutôt sur le côté atlantique. Entre les projets qui sont déjà sortis depuis l'hiver 2021 et ceux qui sont déjà signés en conseil municipal pour cet hiver et l'hiver suivant, on arrive à 21 projets et plus de 60 hectares qui sont donc protégés, préservés pour la protection de la biodiversité. Alors il y a un projet qui a été signé récemment donc, au conseil municipal de Niort, qui concerne la vallée de Guyot. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le projet? Oui, bien sûr. Je reviendrai peut-être après sur des exemples des années passées. On peut développer les autres. Avant de vous parler spécifiquement du projet de Niort qui va nous occuper une partie de cette saison, cet hiver, ici vous avez quelques projets des années passées. Donc le premier projet que l'on a porté en Deux-Sèvres à Plaine d'Argenson,
C'était une ancienne coupe rase et vous avez une vue en 2024, donc quelques années après. Et c'est déjà un bel écosystème. Là, si on va se promener maintenant, il y a des arbres plus grands que moi. Donc pour une plantation en 2021, c'était assez chouette comme endroit. En 2022, on a eu un projet à Prague sur une ancienne décharge de déchets inertes. Et puis tout récemment, l'hiver dernier, à Gondigné, où on a pu travailler sur tous ces projets-là. On travaille avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres pour la partie suivi. Et donc des projets qu'on a menés en Deux-Sèvres. Alors, la vallée de Guyot, donc pour les Niortais ou les Deux-Sévriens, en gros, vous pouvez expliquer où ça se situe? Oui, je vous ai mis un petit plan. C'est vraiment au cœur de la ville de Niort, sur l'avenue de Limoges. Pour ceux qui connaissent, pour les Niortais, c'est sur la grande avenue, non loin du radar de vitesse. Ceux qui connaissent bien. Et donc c'est 3,5 hectares qui ont été mis à disposition par la ville de Niort. Le conseil municipal a validé cette décision fin mars 2025. Et donc la démarche consiste à planter 3000 arbres sur cet espace, mais pas que. On a des zones de plantation, mais on a également des zones qu'on garde ouvertes. Selon les conseils d'un écologue et des associations environnementales Deux-Sèvres Nature Environnement et le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, il est aussi important de garder des zones ouvertes, qui sont des zones de chasse pour les oiseaux, qui sont aussi importantes finalement, et l'arbre n'est donc pas toujours la réponse, il ne faut pas forcément en mettre partout. Ici, je vous montre un peu des visuels de ce projet. Ça, c'est une vue en phase projet. On peut voir différentes zones avec des bosquets, des cheminements, parce que bien sûr, l'humain est totalement inclus dans ces projets. Ce ne sont pas des zones qui sont mises sous cloche. On peut aller s'y promener et c'est même ce qu'on souhaite pour que tout le monde puisse apprécier ces espaces et mieux préserver la biodiversité. Une petite idée peut-être du coût de réalisation? Au niveau du financement du projet, vous pouvez parrainer un mètre carré de biodiversité à partir de 6 € TTC. Donc là, sur 3,5 hectares, on est à 175 000 € hors taxe sur le projet au global. C'est un coût fixe, peu importe le projet. Ici, il y a de la plantation d'arbres, il y a des zones ouvertes, il y a du bosquet, de la haie. En fonction des différentes interventions, on est toujours sur ce tarif de 6 € le mètre carré de biodiversité, préservé pendant un siècle, j'en parlerai après. Alors voilà, donc la particularité de ce projet, c'est que les deux associations que vous avez citées, donc le groupe ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement, sont co-signataires de ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale et qui permet à ce projet, qui garantit la pérennité de ce projet sur une centaine d'années, 99. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une ORE? Parce que c'est un dispositif peu connu et que peuvent s'approprier des particuliers, mais avec toujours deux assos, il me semble, c'est un peu ça le principe. Ça peut être des agriculteurs, il y en a quelques-uns qui commencent à le faire. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on met en place une ORE? Oui, bien sûr. Une obligation réelle environnementale, c'est donc un outil juridique qui est assez récent, qui n'est pas encore très répandu, mais qui commence quand même à prendre de l'ampleur. Et donc c'est un acte qu'on va signer chez le notaire entre nous et la commune, donc là la ville de Niort. Et en fait, la ville de Niort, comme vous l'avez compris, ne va pas financer nos projets, mais c'est la contrepartie qu'on demande, c'est un engagement sur 99 ans. On peut signer des ORE sur 30 ans, sur 50 ans. Nous, chez Créateurs de Forêt, c'est une condition indispensable. C'est sur 99 ans, sinon on ne va pas réaliser le projet. Et donc, c'est un document qui est lié à la parcelle cadastrale, avec des obligations de faire et de ne pas faire. Par exemple, ne pas urbaniser, ne pas ajouter d'éclairage, ne pas utiliser de produits chimiques. Et dans les obligations de faire, de laisser à disposition cet espace pour tout un chacun. Donc il y a ces obligations dans ce document, et le document est lié à la parcelle cadastrale, pas au propriétaire. Donc si la ville de Niort, dans 20 ans, 50 ans, ça vend ce terrain, les obligations vont suivre, et l'acquéreur achète avec ses obligations. Donc c'est vraiment une préservation sur le long terme de cet espace. Et donc nous on signe avec la ville de Niort. Mais Créateur de Forêt peut être une structure qui à un moment donné cesse son activité. Donc pour renforcer le dispositif, on a choisi de faire appel à des tierces parties.
Et donc sur ce projet, c'est Deux-Sèvres Nature Environnement et le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, qui vont venir être en fait garants des obligations. Donc ils vérifient que nous et la ville, on répond bien à nos obligations et peuvent déjà nous alerter si ce n'est pas le cas et s'il y a un désaccord, intenter une action en justice. Donc c'est pour consolider encore plus le document. Alors Étienne, comme vous représentez le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue sur ce dispositif? Est-ce que vous avez signé ce genre de dispositif avec d'autres structures? Est-ce que c'est efficace? Alors, du coup, nous, on a signé exclusivement pour l'instant avec Créateurs de Forêt. On est en phase d'en signer de nouvelles avec des exploitants agricoles, notamment, pour préserver notamment des prairies et des arbres. L'intérêt aussi qu'on a sur la vallée du Guillot, c'est l'intérêt qu'on a avec Créateurs de Forêt, c'est qu'on travaille aussi sur des suivis sur du long terme. Oui, voilà, sur 5 ans, je crois, c'est ça? C'est 5 à même des fois un peu plus. Il me semble, et du coup ça nous permet de voir aussi l'évolution de la biodiversité des communautés d'oiseaux et pour des SNE, des autres taxons sur ces espaces-là. Et ça permet aussi de suivre l'obligation environnementale quand elle est signée. Oui, donc les associations s'interviennent au début à la conception, pour la protection juridique et pour le suivi. Et donc tous les contributeurs, contributrices du projet sont invités à participer à la plantation. Et aussi, 2 fois par an, on vous envoie, donc c'est pas tous les 15 jours, 2 fois par an, on vous envoie des informations sur le projet grâce au relevé des associations environnementales pour vous donner des informations sur quelles espèces sont présentes. Et si vous venez à la plantation, vous allez planter un arbre, mais c'est pas seulement l'arbre, en fait c'est tout un écosystème. Et on va pouvoir vous parler des oiseaux, des papillons, de la botanique, sur ces lettres d'information qu'on vous envoie 2 fois par an. Alors, on peut peut-être revenir un peu plus en détail sur les essences, les 3000 arbres. Oui, vous avez parlé d'espèces locales tout à l'heure. Il y a 33 essences différentes sur ce projet. Ce sont des arbres et des arbustes. Le but, c'est d'avoir de la nourriture pour différents types d'oiseaux, de petits mammifères, etc., pour reformer cet écosystème. Et également avoir des floraisons qui peuvent être différentes tout au long de l'année pour que les pollinisateurs puissent se réjouir à différentes périodes de l'année. Donc on essaye d'avoir des essences le plus diversifiées possible, mais toujours des essences locales et aussi adaptées aux sécheresses qu'on a de plus en plus dans nos territoires. Alors les plantations sont prévues pour fin janvier, début février prochain. C'est ça. Donc pour l'instant, vous avez 70% du financement qui est acquis. C'est ça. Donc voilà, je rappelle que c'est 6 € le mètre carré, donc même on peut participer à partir de 6 € cette petite échelle et être impliqué donc dans les plantations. Et donc je crois que vous avez des petits flyers. Oui. Pour ceux qui sont intéressés par ce projet, qui veulent y contribuer, il y a des petits flyers qui sont disponibles sur les tables. Donc Élise, quelque chose à ajouter? Non, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre. On a aussi d'autres projets dans d'autres départements, parce que je sais que le FIFO attire des personnes d'autres départements. Donc l'hiver prochain, c'est la première fois qu'on a un projet dans le 44 et dans le 85. Donc on a aussi des Loire-Atlantique et Vendée, pour ceux qui ne connaissent pas leur département. Oui, Loire-Atlantique et Vendée. Au Loroux-Botreau en Loire-Atlantique et à Saint-Michel-en-Herbe en Vendée. Donc si vous venez d'autres endroits, il y a aussi des projets qui peuvent vous intéresser et c'est peut-être plus proche de chez vous. Merci Élise beaucoup. Alors je me tourne vers Étienne, donc de Benest, du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Donc vous êtes responsable du pôle expertise et conservation au groupe ornithologique des Deux-Sèvres et coordinateur technique. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer les enjeux de conservation des oiseaux des plaines agricoles? Alors, je laisse juste savoir. C'est juste quelques images pour illustrer un peu mon propos. Du coup, on travaille. Je sais pas.
Du coup, le groupe ornithologique des Deux-Sèvres travaille énormément sur la conservation des oiseaux de plaine, dont 4 espèces ici très emblématiques de la plaine agricole. Donc on travaille sur ces espèces-là depuis maintenant, pour certaines, plus de 20 ans, voire 30 ans. Et on travaille notamment dans ce qu'on appelle des zones de plaine, des zones Natura 2000. Donc c'est des zones de protection spéciale qui ont été désignées pour la conservation de ces 4 espèces-là. Donc là on y retrouve l'outarde canepetière en haut à gauche, le courlis cendré au milieu, le dicnème criard en haut à droite et le busard cendré en bas à droite. Alors quand on parle de plaine, peut-être expliquer les zones concernées sur le département? Alors les zones concernées, il y en a 3 dans le sud des Deux-Sèvres, la plaine de Niort-Nord-Ouest au nord de Niort, la plaine de Niort-Sud-Est au sud de la ville de Niort, la plaine de Lamotte-Saint-Thérèse-Lezay à l'extrême sud-est des Deux-Sèvres et la plaine de Warentenzay dans le nord des Deux-Sèvres. Ces 4 zones-là, ça représente près de 80 000 hectares de zones Natura 2000 et c'est des zones qui sont complètement contrastées. Il n'y en a pas une des deux qui se ressemble. On a une plaine, on va dire, très ouverte dans le nord des Deux-Sèvres, une plaine plutôt bocagère dans le Mélois, etc. Et les effectifs de toutes ces espèces-là, ces 4 espèces-là, sont aussi différentes d'une zone à l'autre, notamment le courlis cendré, qui est exclusivement dans l'est des Deux-Sèvres, sur le Warentenzay et la Lamotte-Saint-Thérèse-Lezay, et l'outarde canepetière, elle, qui est exclusivement sur le Niortais, le sud du Niortais, le Mélois et Warentenzay. Et enfin le busard cendré, qui lui a sa plus grosse population dans la plaine de Niort, au nord de Niort. Peut-être rapprocher un petit peu le micro, on ne vous entend pas très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du suivi de... Désolé. C'est pas mal. Moi non plus. Du coup, on travaille, si je résume un peu sur ces 4 espèces-là. Donc on travaille sur l'outarde canepetière, donc c'est pas une espèce qui est uniquement présente en Deux-Sèvres, hein. C'est une espèce qui est présente dans tout le Poitou-Charentes et le centre-ouest de la France. On fait 3 principaux suivis dans lesquels on implique on a un soutien d'un grand nombre de bénévoles. Donc, en Deux-Sèvres, ça va être le groupe ornithologique des Deux-Sèvres qui s'en occupe, mais c'est les assos partenaires qui, de l'Alpéo, viennent et Charente-Maritime et Charente-Nature pour les autres départements qui s'en occupent sur les autres zones. Donc là, on va faire des suivis des mâles chanteurs, donc au printemps, en avril, mai, juin. Donc là, on va sillonner les plaines et au comptage des mâles d'outarde. On va faire des repérages de nichés, donc ça c'est plutôt les salariés de l'association qui s'en occupent, notamment avec une équipe qui ont des drones avec des imageries thermiques ou avec des oiseaux qui sont équipés de balises GPS pour trouver les nids. Il y a tout un programme de conservation géré par un plan national d'action sur l'outarde, où on protège les nichés en partenariat avec le centre d'élevage du conservatoire de Zoodyssée à Chizé. Là où on a le plus grand nombre de bénévoles impliqués, c'est souvent dans les comptages en fin de saison. Les comptages qu'on appelle des rassemblements. Les outardes se rassemblent en fin de saison avant de partir en migration. Donc en ce moment, donc en ce moment, ouais, c'est juste que les outardes, c'est assez simple pour le départ en migration. Elles partent en général aux pleines lunes et jusqu'en Espagne. Et ça va être la pleine lune d'octobre où on va avoir le plus grand départ. Donc là, ça va être très bientôt, ça sera tout début novembre du coup. Et du coup, on a un grand nombre de bénévoles qui nous aident à compter ces rassemblements, parce que du coup, il y en a partout dans le Poitou-Charentes et ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc ça va être une action où on mobilise pas mal de monde sur le temps. Donc là, c'est l'espèce, on va dire, qui mobilise le plus grand nombre de bénévoles au groupe ornithologique des Deux-Sèvres, mais je pense que c'est le cas pour toutes les assos qui travaillent sur les busards. Donc nous, ça doit faire depuis la fin des années 90, au milieu des années 90 qu'on travaille sur cette espèce-là. Donc le busard cendré, le busard Saint-Martin et le busard des roseaux sont des espèces qui en Deux-Sèvres nichent dans les grandes cultures, dans les champs de blé, principalement blé et orge, et souvent en fait le nid et les jeunes ne sont pas volants avant la moisson, donc il faut repérer les nids, mettre en place avec les agriculteurs une protection, comme on le voit sur les images, c'est
Sorte de cage. C'est une petite cage qui fait 1 mètre par 1 mètre, dans lequel, qui est balisée pour que l'agriculteur puisse faire le tour. Et cette action-là, en fait, mobilise énormément de monde, un peu sur toute la carte des Deux-Sèvres, tout ce qui est assuré, à la fois avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres et le CNRS, le Centre d'études biologiques de Chizé, le CNRS de Chizé, sur la zone qui est un peu plus grise. On a un partenariat où on mobilise aussi nos bénévoles sur ces zones-là, parce que ça demande à peu près 2 à 3 heures pour trouver un nid, et il y a environ 250 000 busards en Deux-Sèvres qui sont trouvés chaque année. Donc c'est pas... Nous, en tant que salariés, on est là assez peu souvent, et on aide, on a une grande aide de tous nos bénévoles, ça représente à peu près 50 personnes par an qui sont mobilisées sur cette action. Juste sur le repérage des nids. Sur le repérage des nids et aussi sur la partie mise en place des cages, bagage des poussins, suivi des poussins, jusqu'à l'envol des jeunes. Et puis après, il faut aller retirer les cages dans les champs parce que sinon ça peut poser des soucis. Donc, il faut anticiper aussi, il faut prévenir l'agriculteur. Alors c'est peut-être les mêmes chaque année, mais j'imagine qu'il y en a des nouveaux aussi. Alors ça tombe souvent chez les mêmes. Oui. Et on a à peu près une centaine d'agriculteurs chaque année qui sont mobilisés dans ce dispositif, et ça se passe vraiment très bien. Oui, il n'y a pas de tension. Oui. On n'a pas de tension là-dessus. C'est vraiment des choses qui sont vraiment mises en valeur. Et les agriculteurs, même maintenant, certains savent repérer les nids et nous appellent quand ils ont trouvé. Quand ils trouvent un nid de busard, du coup, pour qu'on aille le protéger. Et des fois, c'est même nous qui se faisons gronder parce que on a raté un nid et on ne l'a pas protégé. Donc ça, c'est plutôt aussi positif. Alors il y a aussi un phénomène lié, je crois, au changement climatique, fait que les moissons ont lieu plus tôt qu'avant. C'est ça. Et les nichés sont encore moins prêtes, si je puis dire, c'est ça. plus fragiles. Et le busard cendré, c'est un grand migrateur, il hiverne au sud du Sahara. Et les moissons, même si elles sont plus tôt, les busards cendrés aussi ont une migration plus longue et arrivent souvent un peu plus tard qu'avant. Donc là, du coup, maintenant, sans la protection des nichés, on sait à peu près que le busard cendré disparaîtrait en moins de 10 ans dans les Deux-Sèvres. Ça représente, il y a 90% des nids qui ne passeraient pas la moisson sans ces mises en place de protection. Sans cette intervention-là, d'accord. Ouais. Ok. Donc sur le busard cendré, besoin de bricoleurs aussi, l'hiver. Et oui, en fait c'est une mission un peu toute l'année, parce que du coup pendant l'hiver, on va aussi rafistoler des cages, en faire des nouvelles, parce qu'il y en a qui passent des fois un peu à l'as et qui sont un peu détruites. Il y a toujours besoin d'en refaire des nouvelles. Comme j'ai dit, c'est 150 à 200 nids qui sont protégés chaque année. Donc ça demande pas mal de matériel. Donc ça, on fait ça plutôt en saison basse. Sur le Dickname, du coup, c'est une espèce qu'on suit un peu moins, qu'on suit un peu plus maintenant, mais qu'on suivait un petit peu moins avant. Notamment sur la partie protection des nichés, où là la protection des nichés est assez simple entre guillemets, puisque lui il niche dans des cultures de printemps et il faut trouver les nids, et juste pour permettre d'avertir l'agriculteur de ne pas détruire le nid entre ces deux poteaux. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur la photo en vert, en fait entre les deux jalons bleus, il y a un Oedicnem qui est sur ses œufs. Ah non, on l'avait pas vu. On le voit très peu, mais c'est une espèce qui est assez camouflée. Donc là, l'enjeu pour cette espèce-là, c'est qu'en fait, elle niche dans les cultures printemps, tournesol et maïs. Et en fait, il est sujet à destruction du nid quand l'agriculteur passe pour désherber, pardon. Désherber, donc il peut casser les œufs. Donc là, en fait, on l'avertit avec des jalons assez discrets pour pas non plus que les prédateurs trouve le nid, mais on ne peut pas mettre de cage parce que lui il a besoin d'espace ouvert pour pouvoir sortir de son nid. Il est plus terrestre. Ouais, c'est ça. Donc là on a un suivi des couples qui est réalisé à 3 endroits des Deux-Sèvres. On a vraiment des zones très ciblées parce que le Dickname criard est présent dans toutes les Deux-Sèvres. Donc on s'est ciblé 3 zones. Il y en a une au sud de Niort, sur les marais, dans la plaine de Saint-Georges-de-Retz, Amuré et Saint-Hilaire-la-Balue. Il y en a une qui est pilotée avec le CNRS de Chizé sur la zone de Brulin-Vauballier, les Fosses, et une 3e dans le nord des Deux-Sèvres, sur Warren-Tenzey, sur la partie Tenzey. Donc là, le but, c'est de suivre les couples, de protéger les nids avec les agriculteurs. D'un autre côté, nous, on travaille aussi avec le monde agricole dans le cadre de mesures agro-environnementales, et en fait, les meilleurs pour protéger les nids, c'est les agriculteurs. Donc en fait, on fait des formations
avec les agriculteurs, dans lequel ils sont obligés de venir avec le dispositif MAE. Et en fait, on les informe aussi de savoir repérer des nids, savoir détecter les nids, et puis maintenant, en fait, certains y arrivent de mieux en mieux. Et la troisième chose qu'on fait avec les bénévoles, et c'est là aussi où on a pas mal de monde qui sont mobilisés, c'est les comptages rassemblements. Comme Outarde, à peu près dans la même période aussi, les Odicnem se rassemblent avant de partir en migration jusqu'en Afrique du Nord. Et du coup, il y a des zones où il faut compter les rassemblements. Donc il y en a dans pas mal de villages des Deux-Sèvres, souvent à côté des villages, ils se rassemblent vraiment proches des villes. Et on peut compter une vingtaine de dictèmes à plus de 150, Ah ouais. Ça fait des groupes qui sont assez volumineux. Donc, voilà. Alors on va passer peut-être au courlis, Sandrine. Sachant que je crois que le dictème, on le surnomme le courlis de terre, non? Ouais, oui. Alors c'est aussi ça qui est un peu compliqué à comprendre, c'est quand on parle avec des exploitants agricoles, quand on leur parle de courlis, on va protéger des courlis, nous on entend courlis cendré, et eux ils nous disent les courlis, il y en a partout dans les tournesols et tout. Non, en fait, c'est pas les mêmes. Donc, le courlis de terre en patois, c'est le dictème, mais le grand courlis, c'est bien celui-là, c'est le courlis cendré. Alors là, c'est pareil, il y en a un qui est caché sur la photo. Sur la photo de droite, on a une parcelle qui est en train d'être fauchée, et on a une caméra en piège photo dessus. Au premier plan, on voit un petit bec de courlis cendré. Et l'agriculteur fait le tour pour éviter la nichée. Donc là, on travaille sur ce programme-là depuis une quinzaine d'années maintenant. Et ça s'est un peu intensifié ces dernières années sur la mise en place de protection. Donc là, où on a besoin de monde, c'est lors de découverte de nid, parce qu'il faut mettre, ce qu'on fait, c'est une grande cage clôturée, un filet électrique pour éviter la prédation, notamment par les animaux terrestres, donc au niveau des œufs surtout. Et après, derrière, avec les agriculteurs, eux, généralement, ils font le tour de la clôture et tout se passe bien. Et après, à l'éclosion, les poussins s'en vont, traversent la clôture et vont faire leur vie. Alors après, on a des soucis sur la protection des poussins, on ne peut pas les protéger malheureusement, c'est un peu comme les Odicnem, parce qu'eux, ils vont gambader et puis après, derrière, on perd un peu leurs traces et on ne sait pas trop où ils vont. Voilà. C'est bon pour les portraits, on va dire. Alors, on sait que les oiseaux des milieux agricoles sont les plus touchés ces 30 dernières années. Est-ce que ces actions portent leurs fruits? Est-ce qu'on peut faire un bilan? Parce que le busard cendré, il est quand même très impacté. Alors, les actions portent leurs fruits, mais elles sont toujours liées à des... c'est très sensible en fait. Comme je le disais tout à l'heure sur le busard cendré, c'est que si on arrête ces mesures de protection, elles vont disparaître. Et ça serait pareil pour l'outarde canepetière. J'ai pas parlé des protections de nichés parce que c'est un peu plus complexe, mais en fait on a des mises en place de mesures agro-environnementales, donc c'est des parcelles qui sont financées pour les agriculteurs, donc elles touchent une aide pour éviter de faucher pendant les périodes de reproduction de l'outarde. Trouver un nid d'outarde, ça relève souvent un peu de la chance, c'est des œufs verts, de la végétation haute comme ça, donc d'un mètre de haut, donc on ne peut pas les trouver facilement. Et du coup, en mettant en place toutes ces mesures, ces prairies avec des retards de fauche, ces actions bénévoles, en fait, ça permet de limiter la casse et pour certaines espèces d'augmenter. Alors, sur l'outarde, on a encore un peu de mal à le faire. On a des zones qui augmentent. C'est le cas de Warentensee, dans le nord du département. On a une formidable augmentée des populations, notamment sûrement liée aux mesures agro-environnementales qui ont porté leurs fruits. C'est un peu moins le cas dans le sud des Deux-Sèvres. On a une population qui stagne depuis de nombreuses années, mais dans laquelle on a réussi à éviter la dégringolade par les mesures agro-environnementales, mais aussi par le renforcement des populations. Oui, il y a eu un programme de réintroduction. Il y a un programme de réintroduction, donc avec Zoodicée. Oui. Voilà, donc ça a permis de sauvegarder un peu les populations. Donc il y en a qui ont été réintroduites. Alors ouais, on en réintroduit entre 30 et 50 par an. Ça va dépendre des années, mais cette année, il y en a eu une vingtaine, 25, qui ont été relâchés à la fois et toujours relâchés dans des zones prioritaires, donc dans le sud des Deux-Sèvres. Et là, il y en a eu aussi un pour la première fois en Centre-Val de Loire. C'est aussi une région où l'outarde ne va pas forcément très bien, mais c'est une zone prioritaire pour la conservation de l'outarde. Très bien. Voilà. Donc juste pour résumer, en gros, actuellement, vous avez à peu près combien de bénévoles sur l'ensemble de ces oiseaux?
ça représente à peu près 60 bénévoles, entre 50 et 60 bénévoles qui sont mobilisés tout au long de l'année du coup. Sur différentes actions. Sur différentes actions, ouais. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec le groupe ornithologique. Pour les Deux-Sèvres, ça va être le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, mais voilà, pour les autres associations, c'est aussi la même chose. On fait ça dans toutes les plaines où il y a du busard, où il y a des auditnements, des courlis et tout. Alors les courlis cendrés, il y a un plan national de gestion, on a un programme national. Il y a des sites partout en France où les bénévoles sont invités à faire ces méthodes de protection. On fait notamment aussi fin février, début mars, des rencontres nationales sur les courlis cendrés à Mel, dans les Deux-Sèvres, où là on invite tous les partenaires qui travaillent sur le courlis cendré, les bénévoles aussi. Le Dicknem Criard, c'est exactement la même chose. Lui, il y a un programme national de protection de Dicknem à l'échelle nationale. Donc pareil, si vous êtes d'une autre région, vous voyez avec les assos qui sont à côté de chez vous, et probablement qui font de la protection des nichés aussi. Voilà. Et c'est pareil sur les busards et sur le tas. Très bien. Merci Étienne. Donc je laisse Anthony préparer sa presse. Alors, Anthony Losaïque, pardon, j'y arrive pas. Donc vous êtes chargé de mission naturaliste et coordinateur du plan régional d'action en faveur des chiroptères à Charente Nature. Mais là, vous nous présentez donc un programme d'envergure européenne autour des chauves-souris, qui est un programme moteur porté par France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, qui serait pour le coup irréalisable sans bénévoles. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce programme ? Oui, donc c'est un programme qui a pour but d'étudier, de développer les connaissances pour assurer la conservation de 6 espèces de chauves-souris cavernicoles à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un grand programme qui regroupe plusieurs axes. Le premier, ça va être vraiment de développer les connaissances sur le suivi des populations. Donc où sont les colonies estivales, où sont les gîtes d'hibernation, comment les chauves-souris se déplacent entre ces différents gîtes. Donc comment elles utilisent le paysage pour se déplacer. Un autre volet plus sur la génétique des populations, à savoir est-ce qu'on est sur une population isolée ou est-ce qu'il y a un bon brassage génétique. Un autre volet après sur tout ce qui est l'étude des polluants et des virus. Donc quels virus on retrouve chez ces chauves-souris, est-ce qu'elles sont impactées ou non, et quels sont les mécanismes biologiques qui font qu'elles arrivent à vivre avec ces virus. Et donc enfin l'étude des déplacements à grande échelle, donc aujourd'hui à l'échelle Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Notamment en passant par du marquage individuel des chauves-souris avec des petites puces. Alors est-ce qu'on peut juste parler un petit peu des sites qui peuvent être à la fois publics ou privés ? Oui, donc les sites, les colonies estivales, ça va être dans le bâti, ça dépend des espèces, mais pour le grand rhinolophe par exemple, qui est la principale espèce sur laquelle on a commencé à travailler, c'est une espèce qu'on va retrouver beaucoup chez des propriétaires privés, dans des granges, dans des combles. Voilà, et après on a certains sites qui vont être sur de la propriété publique. Mais donc on travaille intimement avec ces propriétaires qui sont en accord avec les actions de conservation de ces populations de chauves-souris. Et depuis 2016, donc ce programme mobilise une centaine de bénévoles par an et une quinzaine de salariés. Oui, alors si au niveau des acteurs, en fait c'est un programme qui, de par son échelle, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà, qui regroupe beaucoup de structures. Donc j'ai quelques diapos pour illustrer, on ne va pas les passer, mais il y a une très forte dynamique associative. Là, c'est les logos de toutes les associations et parcs qui interviennent de près ou de loin dans le programme.
De par les études de virus et de métaux lourds, enfin de polluants, on travaille aussi avec des laboratoires de recherche, donc notamment l'Institut Pasteur, l'Université de Lyon, le CNRS de Chizé, le Muséum d'histoire naturelle, voilà. Et c'est un programme aujourd'hui pour réaliser chacune des actions, donc le suivi des colonies, mais aussi pouvoir faire tout ce qui est prélèvement et marquage des individus, où on passe par la réalisation de capture des chauves-souris au niveau des colonies en été. On a besoin de beaucoup de personnes. En moyenne, on est une dizaine de personnes par soirée de capture. Et pour réaliser ces captures, aujourd'hui, on fonctionne sur un groupe d'environ 20 salariés. Et depuis le début du programme, c'est un peu plus de 800 bénévoles qui ont participé à la réalisation de ces captures. Je crois que j'ai voilà, là c'est un graphique pour illustrer depuis le début du programme. En orange, c'est la participation de bénévoles. En bleu, c'est la participation de salariés. Donc clairement, ça illustre bien que ce programme ne serait irréalisable aujourd'hui sans la participation de bénévoles. Et certains bénévoles bénéficient même d'une formation, dans certains cas, pour ce qui concerne les prélèvements. Oui, alors pour être bénévole, il n'y a pas besoin de compétences. N'importe qui peut venir, hein, pour les soirées de capture ou les suivis de colonies. De toute façon, à chaque fois, c'est encadré par une équipe salariée. Il y a du boulot pour tout le monde, il n'y a pas besoin de connaissances. Après, certaines personnes viennent participer aux captures pour se former à la capture des chauves-souris, parce que tout le monde ne peut pas capturer les chauves-souris, c'est cadré, hein, il y a une formation à avoir, à obtenir. Donc c'est un programme qui contribue fortement à la formation de ces personnes-là à l'échelle nationale. Alors vous avez parlé de prélèvement, de pose de puces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les prélèvements, pourquoi les puces? Alors les prélèvements, donc on fait des prélèvements en génétique pour étudier justement la génétique des populations. Donc la question derrière ça, c'était de savoir est-ce que notre population en Nouvelle-Aquitaine est une population isolée ou est-ce qu'elle est connectée au reste de la population de la même espèce en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, et donc est-ce qu'il y a un brassage génétique? Les résultats aujourd'hui nous montrent que oui, on a un brassage génétique, donc à ce niveau-là, la population se porte plutôt bien. Il n'y a pas d'isolement de population qui pourrait engendrer une perte d'individus et une diminution de la population. Les autres prélèvements qu'on peut réaliser, c'est notamment les prises de sang pour étudier les virus. Là, on est vraiment sur un programme à long terme, donc j'aurai pas de résultats à vous présenter aujourd'hui, parce que c'est un travail assez long et fastidieux mené par les laboratoires. Là, on est dans une phase d'étudier quels sont les virus présents, et ensuite ils vont passer dans une phase de voir étudier le fonctionnement de ces virus au sein de ces colonies et des individus, en lien avec le paysage aussi dans lequel ils évoluent. Voilà, mais ça va être des analyses qui vont venir dans plusieurs années. Alors évidemment, ces manipulations-là, elles sont réalisées par les salariés, mais on a besoin des bénévoles pour gérer ensuite tout ce qui est noter toutes les informations qu'on prélève lorsqu'on fait les captures, préparer les transpondeurs, donc c'est les petites puces qu'on va mettre pour étudier les déplacements. Voilà, tout ça, c'est de la manutention qui est accessible à tout le monde, et c'est là où les bénévoles sont importants pour nous aider lors de ces sessions de capture, et aussi pour le suivi des colonies. Et donc après, pour le marquage, c'est des petites puces, c'est des petites puces, les mêmes puces qu'on met pour les chats et les chiens. Donc c'est très léger, c'est inactif, il n'y a pas une batterie dedans, ça fonctionne comme un code barre. Et donc l'idée, c'est lorsqu'on réalise les suivis en hiver, on va aller scanner les chauves-souris, les espèces concernées par ces petites puces, pour voir est-ce qu'on retrouve nos individus ou pas. Alors je crois que j'ai mis quelques images après. Voilà, donc ça c'est lors des opérations de capture, hein. Vous voyez autour de la table, on est une dizaine de personnes, et ces captures ne fonctionneraient pas sans ce nombre de personnes-là. À gauche, c'est le dispositif de capture qu'on utilise. Et donc au niveau du marquage, soit on réalise des contrôles en hiver, comme je vous l'ai expliqué, donc on va compter les chauves-souris, on va passer une petite raquette pour voir si elles sont poussées ou non. Et après on a certains sites, comme les photos à gauche, en bas à gauche, qui sont équipés d'antennes automatiques toute l'année. Et donc là, c'est un système automatique, donc n'importe quelle chauve-souris poussée qui rentre ou qui sort sera scanné. Nous, on récupère les données ensuite, et ça nous permet d'avoir des cartes grande échelle pour voir les déplacements, jusqu'où les chauves-souris vont en hiver, est-ce qu'elles reviennent dans leur site en été, quelles sont les interactions entre les colonies. Et donc ça nous donne des éléments importants pour ensuite mettre en place des actions de conservation sur la connectivité, donc notamment les réseaux de haies, qui nous font dire que c'est important de conserver un réseau de haies entre ces différents points, parce que on sait que les chauves-souris se déplacent à telle échelle géographique. Et vous plus loin que prévu.
que vous l'imaginiez parfois. Plus loin qu'on l'imaginait. Alors j'ai mis quelques cartes après, il me semble. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur du programme aujourd'hui. Chaque point, c'est une colonie qui a été échantillonnée. Donc soit on a marqué les chauves-souris, soit on a réalisé des prélèvements. Donc vous voyez, c'est essentiellement la Nouvelle-Aquitaine, mais aujourd'hui on a d'autres structures qui nous ont demandé s'ils pouvaient contribuer au programme. Donc les points en Normandie, en Bretagne, c'était pour étudier la génétique de la population. Donc voilà. Et ensuite, je dois avoir des cartes. À gauche, c'est les colonies suivies en été. À droite, c'est les colonies suivies en hiver. Donc aujourd'hui, on est à plus de 800 gîtes suivis en hiver, 140 gîtes suivis en été. Donc vous voyez, pour suivre tous ces sites, il nous faut une force, un nombre de bénévoles assez important, sinon ce serait impossible de pouvoir tout suivre. Et j'avais 35 000 chauves-souris capturées et 21 000 marquées. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, depuis 2016, on a capturé à peu près 35 000 chauves-souris, et sur ces 35 000, il y en a, aujourd'hui, on doit être à peu près 25 000 chauves-souris marquées. Alors ça comprend 3 espèces, le marquage, le grand rhinolophe, le minioptère de Schreiber et le murin oreiller chantré. Alors justement, sur le grand rhinolophe, au départ, ce programme a été lancé pour lui, parce qu'il était dans un état, enfin c'est une espèce emblématique de la région, mais il était dans un état critique. Il avait une baisse de 30% de ses effectifs, c'est ça? Oui, alors à la base, le programme ne concernait que le Poitou-Charentes et ne concernait que le grand rhinolophe. C'était le programme grand rhinolophe et Tranberg bocagère. Donc on a commencé par marquer cette espèce. Et pourquoi? En fait, en regardant les données sur les suivis, donc les comptages réalisés dans les colonies en été et en hiver, en hiver, sur les 10 dernières années, on observait une baisse de 30% des effectifs sans qu'on en sache la raison. Donc c'est ce qui nous a poussé à la base à développer ce programme. Aujourd'hui, le programme s'est élargi notamment avec la restructuration des nouvelles régions, mais aussi grâce aux cartes de déplacement qui nous montraient bien qu'il fallait qu'on élargisse la zone d'études. De se concentrer uniquement au Poitou-Charentes, ça n'avait pas de sens. Donc là, vous voyez, si on regarde le déplacement, aujourd'hui, le record que l'on a, c'est 275 km d'un individu qui a été marqué en Charente, dans le Nord-Charente à Lessac, et contrôlé en hiver en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, ça se déplace beaucoup plus qu'on le pense. Et l'espèce va mieux? Alors l'espèce va mieux, difficile à dire sur des suivis aussi courts. Là, il faudra avoir des jeux de données sur plusieurs dizaines d'années pour en être certain. En tout cas, si on observe les données terrain, on a plus d'individus en hiver et un peu plus d'individus en été, après avec des variations en fonction des gîtes. Ouais. Et depuis 4 ans, pour le coup, vous avez mis plus de moyens sur une autre espèce, qui est le minioptère de Schreiber, donc qui lui est en état critique pour le coup. Oui, donc pour donner une idée aussi sur le grand rhinolophe, la Nouvelle-Aquitaine, ça représente 25% de la population nationale en hiver. Donc on a aussi une responsabilité à mettre en place des moyens de conservation sur cette espèce. Et donc ensuite, effectivement, on est passé sur le minioptère de Schreiber, qui elle est une espèce qui est considérée en danger critique d'extinction sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est le dernier seuil avant l'extinction de l'espèce. Donc elle, c'est une espèce qui est présente uniquement moitié sud de la France, en remontant un peu jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. La Nouvelle-Aquitaine, ça représente 13% des effectifs en hiver à l'échelle nationale. Donc pareil, on a une responsabilité assez importante. Elle, pour le coup, c'est une espèce qui est purement cavernicole. On la retrouve quasi exclusivement dans les gîtes souterrains, grottes et carrières souterraines. Et donc on a développé plus les actions sur cette espèce parce que d'un point de vue état de conservation, c'est l'espèce la plus en danger aujourd'hui. Et aussi, il y a une prise de conscience nationale. L'ensemble du réseau national a développé les moyens sur cette espèce. Donc l'idée, c'était de développer un programme à l'échelle nationale et même au-delà, parce que là, on voit sur la carte, les Espagnols travaillent aussi sur cette espèce. Et on a des interactions entre les gîtes espagnols et les gîtes français. Donc voilà, il y avait une logique à développer le partenariat avec les autres pays européens. Alors, juste pour info, il y a 36 espèces de chauves-souris en France. C'est ça. C'est ça. Alors, ce programme se décline en plan d'action. Il se concrétise aussi par la sécurisation des gîtes, souterrains ou bâtis, comme vous le disiez. Alors, comment ça se passe avec les propriétaires privés, du coup? Ça se passe très bien. Jusqu'à là, on a que des propriétaires volontaires, on va dire, ou presque.
Donc vous voyez sur les cartes du nombre de colonies qu'on suit, c'est quand même assez conséquent. Et donc oui, aujourd'hui, vis-à-vis de la conservation, le meilleur moyen d'action que l'on a aujourd'hui, c'est la protection des gîtes, soit des protections réglementaires ou physiques, pour empêcher le dérangement et les intrusions au sein de ces colonies et leur assurer une tranquillité. Voilà, donc pour ça, on peut accompagner des propriétaires qui ont des colonies importantes, qui représentent un enjeu fort au niveau de la population, et que le gîte est en train de se dégrader. On peut les accompagner financièrement pour aider à remettre en état le gîte et assurer la conservation de la colonie au sein de ce gîte. Voilà. Ça peut être aussi, je pensais plus au problème des combles, des nuisances entre guillemets, de guano, etc. Donc ça peut être un plus pour eux, parce que parfois vous allez étanchéifier, c'est ça, des planchers, des choses comme ça. Oui, c'est ça, notamment avec les aides financières que l'on a. On est déjà intervenu dans certaines colonies, notamment en Deux-Sèvres, mais aussi en Charente-Maritime, Vienne, pour effectivement réparer les planchers, par exemple dans les combles, où le guano peut poser des problèmes de cohabitation. Mais en fait, on vient refaire un plancher qui est consacré, cette pièce est consacrée aux chauves-souris. Le guano ne tombe pas dans la pièce du dessous, donc les personnes peuvent continuer à se servir de leur garage naturellement, sans les dégradations liées au guano. Et, voilà. Et comme on fait un suivi annuel de ces colonies, chaque année on revient pour faire le comptage. Voilà, on a aussi un suivi sur la cohabitation, on garde un lien avec les propriétaires. Voilà, mais quand on vient réaliser des captures, on a des propriétaires chez qui on vient tous les ans depuis 2016, ils sont très contents de nous accueillir. Alors que ça pourrait être intrusif, on débarque à 10 personnes durant toute une nuit pour réaliser des captures. Plutôt comme... Et non, même en fait au contraire, on leur apporte une autre vision, un nouvel intérêt à cette colonie, parce que évidemment on leur transmet les résultats de ce programme. Il y a aussi eu un film qui a été réalisé par des anciens étudiants de l'ISCAM, qui s'appelle L'écho du Grand Rhinolophe, qui a permis de valoriser aussi l'importance des propriétaires. On parlait des bénévoles, mais de la même façon, sans l'accord des propriétaires, ce programme serait irréalisable. Et donc les bénévoles qui auraient envie de s'investir sur ce programme, pour vous contacter, comment ils procèdent? Oui, c'est ça. Nous, tout le programme de comptage et de capture est diffusé auprès des mail-listes des bénévoles dans les différentes associations. Voilà, donc si vous adhérez en Deux-Sèvres à Deux-Sèvres Nature Environnement, à Vienne Nature, à Nature Environnement 17, Charente Nature, enfin voilà, les associations locales, à partir du moment où vous adhérez, vous serez mis au courant si vous annoncez votre intérêt pour les chauves-souris. Vous recevrez par mail le planning des comptages et des captures, et c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut s'inscrire. Merci Anthony. Alors, merci pour votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle sur les 3 sujets qu'on a abordés? Auquel cas, je vais vous apporter un micro. N'hésitez pas, on est là pour ça. Pas de questions?